Salut les gens, c'est Endeavor, je vous retrouve pour une vidéo, ou en tout cas une série de vidéos consacrée, comme vous pouvez le voir, à Midara et à ses règles. L'objectif de cette vidéo, c'est d'être une intro, ou de ces vidéos, on verra suivant la durée de la vidéo, une introduction aux règles. Alors l'objectif c'est vraiment de faire la structure, les points les plus importants de chaque phase, de chaque action. Ça ne sera pas à 100% exhaustif, tout simplement parce que le livre de règles fait quelque chose comme 78 pages. Il est vraiment très dense. Il y a quand même pas mal de cas particuliers, mais servira peut-être de base pour que ce soit moins intimidant et plus facile de rentrer dedans. Je vais utiliser pour ça le PDF du livre de règles pour essayer de retrouver certains éléments, vous montrer les exemples. Et le mode TTS officiel qui est désormais complet avec l'acte 5 et en bêta toujours l'acte 5. Enfin bon, il sera corrigé au fur et à mesure que les gens remarqueront de petites erreurs. Mode qui est très très bien fait, assez bien automatisé, assez sympa. Mode officiel soutenu par et puis payé par en fait par Succubus, également utilisé à terme comme source de playtest de la vague 2. Bon, je sais que vous êtes juste en train de recevoir la vague 1, enfin si vous voulez regarder à peu près dans la fenêtre de réception, mais voilà. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par la structure du jeu. Bon, au niveau histoire, vous allez lire entre une et beaucoup de pages d'histoire. Ça va vous mener à une situation de départ. Et je vais me mettre sur TTS pour vous montrer à quoi ressemble. Alors, il n'y aura pas de spoiler. Pas vraiment de spoiler. Parce que ce que j'ai mis en place là, c'est vraiment le tout premier scénario. Le scénario d'intro. Le premier scénario tutoriel. Il y en a quelques-uns. Il y en a, je sais pas, 4-5. 4. Pour montrer un petit peu la structure. Donc une fois que vous arriverez là, vous avez tous les éléments à sortir au début du scénario. Alors attention, il y a un second livret avec des diagrammes cachés. Donc vous aurez potentiellement des tuiles supplémentaires à sortir. Parce que là, par exemple, vous pourriez vous rendre compte en arrivant au bout, ce point-là, quand vous l'apercevez, en fait, vous apercevez un tunnel et devoir placer une tuile ici. Tout ceci est complètement caché pour garder le plus possible de découverte. Et donc, dans ce cas-là, malheureusement, il vous manquera quelques éléments à sortir. C'est rarement énormément d'éléments secrets à sortir. Mais je pense que c'est pour le bien du jeu. Donc, ensuite, la condition pour gagner, la condition de défaite. Ici, tous les aventuriers sont morts. Ici, un aventurier termine son tour sur la sortie. Et il faut toujours appliquer ces conditions de manière littérale. C'est-à-dire que là, effectivement, même si les trois autres sont toujours sur la ligne de départ, si l'un des héros est sur la ligne de sortie, c'est fini. Bien entendu, si vous rushez cette finition, c'est la finition du scénario, il va vous manquer des loots, il va peut-être vous manquer des trésors, des choses qui étaient à découvrir, rarement des XP, mais plutôt du matériel. Voilà. Donc vous avez une conséquence en cas d'échec, en cas de réussite. La plupart du temps, l'échec ne déclenche pas la fin de campagne. Il y a quelques rares exceptions dans le jeu. Et généralement, on le sait quand on fait le scénario, qui vous dit gardez pas des consommables pour rien, quoi. Des fois, on a un petit peu tendance à garder des consommables en se disant on va essayer de faire ça. Il y a également des cadres cachés. Je vais pas vous montrer ce qu'il y a derrière, mais qui se regardent dans la vraie vie comme dans le mode avec le révéleur rouge. Ici, par exemple, si vous ramassez le trésor bleu là, voilà ce qui est dedans. Ça peut être quelque chose de bien comme quelque chose de pas bien. Peut y avoir un piège, peut y avoir tout ça. L'objectif étant le plus de découvertes possible. Et les totems, que j'expliquerai un petit peu plus tard, en gros, ce sont des points
dès que vous les apercevez, bah, vous avez une vue sur la situation et on met en place des choses supplémentaires. Par exemple, il y a des monstres derrière le coin, dans le couloir que vous ne voyez pas au départ. Donc dès que vous avez la ligne de vue sur ce totem, on y va. On lit ce qui est là. Toujours le plus de découvertes possible, le plus de choses. Vous avez également des règles spéciales à cette rencontre. Et vous êtes paré, la mise en place, tout ce qu'il faut. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de monstre par exemple à placer au départ. Il y a ces 3 tuiles là qu'on vous a mentionné là. Un terrain spécial qu'on vous a mentionné là. Les totems, les loots, la sortie. Et pas de monstres. Des fois vous aurez des monstres dès le départ. Bon, ça dépendra un petit peu des scénarios. Voilà. Ici par exemple, le deuxième tuto, vous aurez 3 monstres pour commencer ici et un monstre là. Voilà. Ensuite, au niveau de la structure du tour, vous allez prendre les cartes de tous les aventuriers. Vous allez prendre la carte de tous les ennemis. On va dire, par exemple, vous auriez un Cave Sickle ici qui est un des monstres, enfin un groupe de Cave Sickle qui est un des monstres du jeu. Hop. Vous les prenez, vous les mélangez. Alors c'est un hasard que le Cave Sickle soit toujours à nouveau en dernier, mais alors soit j'ai vraiment pas de chance, voilà, donc effectivement j'ai pas eu de chance plusieurs tours de suite, que ce soit sur le mode ou pas, hein, vous prenez les cartes, vous les mélangez au début de chaque round. Alors j'ai dit tour à l'instant, je pense, j'espère que je vais pas faire trop souvent l'erreur. Il y a 2 éléments qui constituent, enfin il y a le round qui est l'ensemble des tours, tout le monde aura joué, toutes les figurines, et le tour qui est vraiment l'activation d'une figurine et une seule figurine. Ici vous avez une seule carte d'initiative pour les Cave Sickle numéro 1 à 3 qui font partie de ce groupe là. En revanche, chaque figurine joue son propre tour, même si elles font partie de la même carte d'initiative. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de règles qui disent que par exemple vous pouvez faire cette action-là qu'une seule fois par tour. Et s'il y a 3 créatures qui vous attaquent et que vous avez le droit qu'à une seule fois cette action-là par tour, bah vous avez le droit de faire 3 fois cette action en fait, pour chaque figurine qui est activée. Ça c'est très important, surtout pour les attaques, alors qu'on appelle les réactions, enfin les attaques, c'est l'équivalent des attaques d'opportunité de Donjons et Dragons, c'est-à-dire les break attacks, les attaques que vous avez le droit de faire quand un ennemi se déplace sur votre zone, etc. Bon, ça sera très important. Donc vous prenez toutes les cartes, vous les mélangez, et ensuite vous commencez le tour de chaque figurine. Au niveau du tour, alors, une chose qui est importante puisque je parle de la structure, si jamais un élément du jeu fait apparaître une autre figurine, donc vous voyez par exemple le groupe de Cave Sickle 4 à 6, vous êtes arrivé devant un totem par exemple qui vous fait apparaître ça, et bien vous placez immédiatement la carte juste après le tour de la personne. Admettons c'est Zik qui a aperçu le totem. Donc pendant son tour, c'est lui qui s'est déplacé, il a fait un mouvement qui le met en vue. On met immédiatement les cartes juste après son tour à lui. Donc ils ne joueront juste après, dès qu'il aura fini son tour, il peut finir son tour tranquillement. Et ensuite on fait ça. Le tour d'après, bah, on remélangera de manière complètement standard toutes les cartes. Donc ça c'est assez important. De la même manière, si vous invoquez une créature, vous ou un ennemi, bah, vous la placez juste après le tour de l'invocateur. C'est pareil. Alors je vais utiliser un petit peu cette carte pour montrer la structure d'un tour d'un aventurier. On va commencer par les aventuriers et probablement dans une autre vidéo, je vais faire les ennemis. Donc vous avez d'abord une phase de début du tour. Alors certaines cartes vont vous dire début du tour, start of turn, faites ceci, faites cela.
Cette capacité-là et la deuxième status phase n'ont pas d'effet a priori. On ne fait rien en phase de statut, on ne fait rien en phase de start of turn, mais d'autres éléments vont y faire référence. Par exemple, la phase de statut, vous avez un familier qui va vous donner un point de vie en phase de statut, vous allez avoir une capacité qui va vous donner je sais pas, un token de spécial à chaque tour, ou voilà, ce genre de choses. Donc ils font rien en eux-mêmes, mais d'autres éléments du jeu vont y faire référence. Ensuite, phase de rafraîchissement. Donc en gros, il se passe deux choses. Déjà, vous récupérez vos points de stamina. Alors, c'est un jeu à points d'action. C'est points de stamina, points d'action. Alors, ils sont ici. Vous allez, par exemple, en récupérer 3 au début de chaque tour. Chaque action que vous allez faire en jeu va vous dépenser entre 0 et 3 actions, 3 points. Enfin, ça peut changer, hein, c'est très très variable. Et avec un maximum de 5 pour l'immense majorité des personnages. Et donc ces points d'action-là seront mis à jour. Vous en récupérez 3 nouveaux au début de chacun de vos tours. Sauf le premier tour de jeu, le premier round de jeu, pardon. Au début du premier round, tout le monde va gagner 3 points d'action. Tous les héros vont gagner 3 points d'action, ou même les espers, les invocations, c'est espers, hein. C'est le nom dans l'univers, qui vont récupérer au début du round. L'objectif, c'est que si vous allez vous faire attaquer avant d'avoir joué le premier tour, vous ne soyez pas trop pénalisé par l'ordre d'initiative. Parce que certaines réactions, enfin certaines actions qu'on peut faire pendant le tour de l'adversaire peuvent vous dépenser également des points d'action. Donc voilà, l'objectif c'est d'éviter de se retrouver vraiment sans rien du tout. Voilà. Alors, donc je continue. Toutes vos cartes qui ont été exhaust. Alors, c'est quoi exhaust? Sur certaines cartes, vous avez... C'est assez clair, hein, c'est comme un Magic, on tape les cartes. Une fois qu'une carte est tapée, on ne peut plus utiliser quelque chose qui demanderait à exhaust la carte. En revanche, tout le reste, tous les passifs restent valables. Ça, c'est très important, c'est ce que les gens ont un petit peu de mal parfois au départ. Voilà. La seule chose que exhaust change, c'est vous ne pouvez plus exhaust à nouveau la carte, donc faire un pouvoir qui demanderait de l'exhaust. Voilà. Par exemple ici, c'est les épées courtes de Zik lui permettent de se déplacer d'une case en diagonale. Ou si jamais ce pouvoir-là est validé, je parlerai des combos, tout ça un petit peu plus tard, et ben vous pouvez relancer un dé, etc. Voilà. Donc, au début de son tour, tout ce qui aurait été exhaust, donc par exemple ça qui nous permet de faire une esquive, ça qui nous permet de faire une action gratuite, ça, hop, au début de son tour, on détape toutes ces cartes. Pas au début de son tour, au début de cette phase de rafraîchissement. Bon. Je ne sais pas si je vais traduire tous les termes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ensuite, pendant sa phase d'action, on va dépenser ces points d'action pour faire différents types d'actions que je vais vous détailler dans probablement une seconde vidéo. Je pense que je vais arrêter la première vidéo ici. Et ensuite, une phase de fin de tour qui permet d'avoir certains effets, exactement comme la phase de début du tour, qui seront résolus. Par exemple, à la fin du tour, si vous avez tel malus sur vous, vous prenez 3 de dégâts à la fin de votre tour. Il peut y avoir des choses comme ça. Et donc, ça n'a pas d'effet en soi. C'est juste ça. Bon, j'espère que cette introduction vous a plu. Je vais essayer de voir tous les points que je vais aborder au fur et à mesure. Ça fera une introduction déjà. À tout de suite pour une seconde vidéo.